Willy Bardon. Voilà l'homme qui a été renvoyé devant la justice pour le crime qui a tenu la France en haleine pendant 17 ans. Le viol et le meurtre de celle qu'on a appelée la banquière de Péronne, Élodie Kulik. Quand j'ai vu dans quel état ils me l'ont mis, je me suis dit je pardonnerai jamais. Je me battrai tant que je peux pour retrouver les salopards, je peux les appeler des salopards qui ont fait ça, quoi. 2 cours d'assises ont dû juger un homme retrouvé grâce à une toute nouvelle technique de police scientifique. À ce moment-là, dans mon esprit, ça se pratique déjà en France. Et là, je tombe de haut parce que je me rends compte que c'est pas le cas. Sans preuve formelle, sans aveu, c'est une accumulation d'éléments qui a fini par emporter la conviction d'un juge et de ses enquêteurs. Un comportement déviant avec les femmes, un ami de jeunesse très encombrant et surtout, un enregistrement terrifiant. C'est quand même très rare que le crime soit figé comme ça de façon sonore. 26 secondes de hurlements, on entend les cris de terreur d'Élodie qui appelle les secours et sous ces cris, 2 voix d'hommes. 2 voix, dont celle de Bardon, disent ses proches. C'est tout, c'est entendu. C'est pas moi, Romy. C'est tout. Je te jure, c'est pas moi, j'ai jamais fait ça. Mais comment être sûr, 17 ans plus tard, de reconnaître une voix? 4 mots sous les cris. Comment en être sûr quand les experts tanguent et que l'accusé nie? Nous, notre objectif, c'était de dire au tribunal, non, vous n'avez pas de preuves, il n'y a que du doute dans ce dossier et donc vous la quitterez. C'est un dossier qui va donc se baser sur du témoignage humain, qui va se baser sur du ressenti, sur autre chose que de la preuve scientifique. L'affaire Bardon, un dossier d'intime conviction. Cartigny dans la Somme, le 11 janvier 2002. Il est 8 h du matin, c'est l'heure de pointe sur la route qui relie Péronne à Saint-Quentin. Sur le bas-côté, une voiture accidentée surprend tous les automobilistes. Ce véhicule est une Peugeot 106 grise qui est immobilisée dans un champ. Particularité, les clés de contact sont restées dans la voiture, mais le ou les occupants ont quitté les lieux et ne sont pas à proximité. La voiture est positionnée dans le sens inverse de son sens de circulation. Elle présente de nombreux dégâts, Il y a des traces de ripage au niveau de l'accotement. Il y a aussi des débris tout autour de la voiture. On va rapidement identifier le véhicule de par la plaque d'immatriculation. Elle appartient à Élodie Kulik, qui est née le 29 décembre 1977 à Lens, qui demeure rue des Bouchers à Péronne. Élodie Kulik, une femme de 24 ans. La journée commence par un coup de fil de la gendarmerie qui nous demande si on a des nouvelles d'Élodie parce que, nous disent-ils, ils ont retrouvé son véhicule abandonné au milieu d'un champ. Je suis inquiet parce que je sais qu'Élodie ne conduisait pas vite. Cette route-là, elle la connaissait très très bien, donc je me suis dit c'est pas logique, c'est pas normal. On vérifie partout, notamment déjà au niveau des hôpitaux. On ne sait pas où se trouve Élodie Kulik. Rien à l'hôpital, rien à son emploi, rien à son domicile, rien auprès de la famille. Mais également, son portable ne répond plus et donc on passe en procédure criminelle dans les premières heures de l'après-midi. Élodie avait emménagé à Péronne quelques mois plus tôt. C'est quelqu'un de brillant, de sérieuse, joyeuse, d'humeur toujours égale. Elle était arrivée directrice d'une agence bancaire à 24 ans. C'était à l'époque la plus jeune directrice d'agence bancaire en France. Donc, je savais qu'on était fiers pour elle. C'était vraiment la réussite, quoi. Les gendarmes retracent son emploi du temps. Elle a été vue pour la dernière fois la veille au soir, le jeudi 10 janvier. Jeudi, elle a quitté la banque vers 17h30, 17h45, puisqu'elle avait rendez-vous avec un ancien collègue, Hervé, sur Saint-Quentin. Il décide ensuite d'aller dans un restaurant à Saint-Quentin même, au nouveau pavillon de Shanghai.
Et vers 23h30, elle décide de rentrer sur Péronne parce qu'elle dit, bon, moi, demain, j'ai des impératifs avec la banque, donc il faut quand même pas que je me couche trop tard. Élodie repart seule pour rejoindre son domicile qui se trouve à Péronne, à environ 30 km de Saint-Quentin. Lorsqu'elle quitte Hervé, c'est la dernière personne qui l'a vue, et c'est le dernier moment où on la voit vivante. Le lendemain matin, à Tertry, à 6 km du lieu de l'accident. C'est un lieu qui est totalement isolé, qui n'est connu que des agriculteurs. Dans une décharge agricole, le corps d'une femme. Il n'y a rien qui permet de dire, lorsqu'on est sur la route, qu'il y a un chemin qui permet d'accéder à ces monticules qu'on voit. Il y a juste un arbre qui est quasiment mort. Le corps est en partie carbonisé, elle est dénudée, elle n'a plus de jupe, elle n'a plus de culotte, elle n'a plus de collant. Elle est sur le dos, fortement cambrée. Il y a une botte qui est sortie de son pied droit du fait de la chaleur. Les bras, les mains, la poitrine, toutes ces parties-là sont vraiment noires, donc très calcinées, comme si la personne avait fait des gestes pour se protéger des flammes. Par rapport aux photos qu'on avait, il n'y a aucun doute possible comme quoi c'est bien Élodie Kulik qui est présente là et qui est décédée. Quand on voit l'état du corps d'Élodie Kulik, elle a subi des violences sexuelles. Elle a été suppliciée, donc ça donne envie, ça motive de savoir ce qui s'est passé et de retrouver les gens qui ont fait ça. Autour du corps, les gendarmes découvrent une mine d'indices. On retrouve 2 mégots de cigarettes, une serviette, un préservatif avec son emballage déchiré en 2. Mais aussi un tampon hygiénique et une chaussette. Ça donne l'impression d'amateurisme, puisque laisser autant de preuves sur place, c'est quasiment exceptionnel pour les enquêteurs. C'était très très important pour nous, pour Rosemary et moi, d'aller à la morgue reconnaître le corps de notre fille. On nous l'avait déconseillé, il y avait des psychanalystes, il y avait des... Mais vous savez bien qu'on voulait voir. On voulait être vraiment sûr que c'était elle. Et malheureusement, c'était elle. Quand j'ai vu dans quel état ils me l'ont mis, je me suis dit, je pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai, et puis je me battrai tant que je peux pour retrouver les salopards, je peux les appeler les salopards qui ont fait ça, quoi. Dominique, les gendarmes disent que le corps d'Élodie Kulik a été supplicié. Supplicié. Est-ce que les légistes peuvent quand même déterminer les causes de la mort? Alors, la voiture a fait une sortie de route, mais il n'y a pas eu de choc, donc il n'y a pas de blessure mortelle dans l'accident. Selon les légistes, Élodie Kulik est morte par suffocation. Ça veut dire qu'elle a été étranglée, donc logiquement, ça s'est passé après l'accident. La position dans laquelle elle a été retrouvée laisse peu de doute sur les violences sexuelles. Les légistes confirment d'ailleurs ou pas? Oui, c'est terrible, Christophe, parce que les légistes écrivent que Élodie est retrouvée avec les jambes en position gynécologique, clairement figée dans la position du viol qui est confirmé par les légistes, avec ce détail qui aura son importance. Élodie avait ses règles. Pardon, mais est-ce qu'elle était déjà morte quand elle a été brûlée? Je vous pose cette question parce que l'un des gendarmes a l'impression qu'elle a essayé de se protéger des flammes. Alors, il n'y a aucune trace de suie dans sa trachée, ce qui veut dire qu'elle ne respirait plus au moment où son ou ses agresseurs ont incendié son corps. Incendié, selon les experts, avec un accélérant qui doit être de l'essence et bien sûr
dans l'espoir d'effacer des traces. L'hypothèse qu'on peut faire, donc, c'est qu'après son accident de la route, Élodie a été enlevée pour être transportée à 6 km. Elle a ensuite été violée, étranglée et brûlée. Que disent les indices relevés par les gendarmes? Alors on retrouve des choses, hein. On retrouve des empreintes digitales sur la voiture d'Élodie, mais qui ne donnent rien quand on les verse au FAED. En revanche, plus intéressant, sur le préservatif qui est retrouvé sur la scène de crime, les gendarmes vont prélever une grande quantité de sperme et en tirer un ADN qui est le même ADN que celui qu'on retrouve sur le corps d'Élodie, le même ADN aussi qu'on retrouve sur l'un des mégots qui se trouve sur la scène de crime. Donc, logiquement, c'est l'ADN du violeur. Est-ce qu'il est au FNAEG? Non. Il doit y avoir nécessairement des gens qui ont vu quelque chose ou qui ont entendu des confidences. Et je crois que aujourd'hui, il faut que ces gens-là parlent. C'était très très important de médiatiser parce que j'ai toujours l'espoir que des gens parlent. Moi je veux savoir, c'est ma fille, c'est à moi de la défendre. Je n'ai pas pu la défendre avant, mais là maintenant, hein, voilà. Jackie Kulik fait front. Des épreuves, il n'en a pas manqué dans sa vie. Avec sa femme, Rosemary, ils ont déjà vécu un drame en 1976, un an avant la naissance d'Élodie. J'ai eu un accident de circulation dans lequel j'ai perdu mes 2 premiers enfants. Une fille et un garçon, une fille de 6 ans et un garçon de 5 ans. Et mon épouse qui était à côté, écoutez, mon épouse, elle a eu, miraculeusement, elle n'a eu, je sais pas peut-être ce qu'on lui a reproché, que quelques contusions. Élodie est arrivée en 77. Bon, ça nous a bien évidemment requinqués tous les deux, hein, et puis après, dans la foulée, on a eu Fabien. La vie repartait. On était en famille, on avait une vue magnifique, c'était bien. Élodie a grandi à la campagne, à quelques kilomètres de Péronne. Étudiante brillante, elle faisait l'unanimité. Elle avait quelque chose de tellement pur et on est complètement admiratif à la fois de sa beauté, de sa carrière. Il y a quelque chose d'infiniment réussi. Et dans la vie d'Élodie, il y avait une personne centrale, sa maman. Elle était fusionnelle. Rosemary savait tout de ce qui arrivait à Élodie, de sa vie, de son appartement. Quasiment tous les jours, sa maman est bien souvent au bout du téléphone. Hein. On l'avait vu le 8 décembre, elle était là pour fêter les 50 ans de sa maman. Elle était joviale, elle était super bien. Il n'y avait rien qui pouvait laisser présumer ce drame, quoi. Deux jours après la découverte du corps, l'enquête accélère. C'est même le tournant de l'affaire et il vient des pompiers. On a la surprise d'avoir un appel qui est fait à 0h21 par Élodie au 18 aux pompiers. Élodie les a appelés au secours pendant son agression. Lorsqu'on écoute la bande, on a l'agression en direct. On entend Élodie qui ne fait que hurler et à un moment crier au secours. Et d'un seul coup, donc, le téléphone est coupé. L'opératrice du centre de secours essaye de nouveau de rappeler. Elle essaye de savoir un peu le lieu où ça se passe. Et là, le téléphone ne répond pas. Au moment de l'appel, le téléphone d'Élodie borne à Cartigny. Ce qui
touche, c'est les hurlements d'Élodie, avec des sanglots, des cris, la peur qu'on entend dans sa voix. Et comme quoi, elle est terrorisée, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui... c'est 26 secondes, mais c'est 26 secondes que vous gardez en mémoire. À entendre ces cris après l'accident, on devine qu'Élodie a peur d'autre chose encore. Et en réécoutant bien la bande, les gendarmes commencent à comprendre. Lorsqu'on écoute avec précision un peu, on entend qu'il y a 2 voix masculines en arrière-fond de la bande. Il a fallu la débruiter pour scinder justement les cris de la victime et les propos tenus par les individus. On entend Chava aller, hein, donc un langage, j'allais dire, picard, voire du Nord. 2 hommes, peut-être 3 selon certains experts. Une trentaine de mots prononcés par les agresseurs. Parmi eux, c'est bon. Faut mettre le code. Éteins la batterie. Au milieu des halos de l'opératrice et des hurlements d'Élodie. Pas les mots de réconfort de 2 automobilistes qui lui viendraient en aide. C'est l'agression en direct. Avec l'ADN, l'enquête devrait aller vite. Première réflexion qu'on se fait, c'est que, je veux dire, ça va prendre, quoi, 3-6 mois maxi, quoi. C'est une petite ville de campagne. Il y en a bien un qui va lâcher un élément ou un comportement suspect qui va être signalé. Dans 6 mois, voilà, c'est solutionné, quoi. Hervé, le copain du dernier dîner, est rapidement mis hors de cause. Les gendarmes se concentrent sur les anciennes relations d'Élodie. On avait eu certains copains où les séparations s'étaient mal passées, donc peut-être que voilà. Mais aussi également sur les gens qui sont connus pour mœurs dans la région. On est parti sur de la délinquance locale, des femmes importunées au volant sur le secteur Saint-Quentin-Péronne. On s'est intéressé à beaucoup de choses qui représentent au final environ 600 hypothèses de travail. Tous les gens qui ont été entendus ont été systématiquement prélevés, mais aussi bien au niveau génétique qu'au niveau digital et palmaire. Et à chaque fois, ça n'a malheureusement rien apporté de concret au dossier. L'enquête patine, alors Jackie Kulik prend les choses en main. J'étais persuadé que c'était quelqu'un de la région. Les cafetiers de Péronne, il était à l'écoute, il était à l'écoute de tout ce qui se disait aux alentours, et dès qu'il y avait quelque chose, il me le signalait également, vous voyez. Au grand dam des enquêteurs, en fait, Jackie Kulik tout de suite est sur le terrain. Et je pense qu'il a un impératif parce qu'il a peur que ce soit mal fait au départ. Il était très présent, il étudiait les procédures et puis bon, il faisait des observations. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ils ont pris telle piste? Pourquoi ils n'ont pas pris telle autre piste? Donc c'est vrai que bon, ça mettait une pression supplémentaire, voilà. J'étais un peu rentre-dedans, même agressif. J'étais, procureur, juge d'instruction, il n'y a rien qui me faisait peur. C'était ma fille. L'affaire en est là. Quand quelques mois plus tard, à l'été 2002, 2 nouveaux meurtres donnent à l'affaire Kulik une dimension nationale. Le lundi 8 juillet, un agriculteur appelle la brigade pour signaler la découverte d'un corps qui est dissimulé derrière 2 ballots de paille et que ce corps est dénudé. Patricia Leclerc, 19 ans, violée et assassinée dans un champ, comme Élodie. Le 21 août de la même année, un 3e corps d'une jeune fille est découvert sur la commune de Villers-Bretonneux. Christelle Dubuisson, 18 ans, retrouvée poignardée sous un camion. 3 meurtres en 8 mois dans le même périmètre.
On est vraiment dans la même région, sur la même route, donc tout le monde va parler d'un triangle de la mort et se dire il y a un tueur en série qui agit dans la zone, il faut absolument le trouver, il faut absolument l'arrêter. Ça a semé totalement la psychose, c'est-à-dire que les gens ont réellement arrêté de sortir de chez eux. On vient de sortir des affaires Guy Georges, des affaires Francis Holm. On croyait pendant longtemps que ça n'existait pas en France. L'ombre d'un tueur en série plane sur la Somme. Et elle rapproche les familles des victimes qui veulent des résultats. On a été convoqués par Nicolas Sarkozy. Et là, c'est Kulik, l'assassin de votre fille, je vous le donnerai. L'enquête progresse rapidement. 3 mois plus tard, le 24 novembre 2002, les gendarmes arrêtent un homme. Jean-Paul Lecomte, 36 ans, condamné pour une série de viols quelques années plus tôt. Il vit à côté de Péronne. Alors là, je me dis que, ouais, il y a 20 km, c'est certainement lui. Dans le Mille, l'ADN de Lecomte est retrouvé sur les vêtements de Patricia Leclerc. L'enquête le confond aussi pour le meurtre de Christelle Dubuisson. Mais son ADN ne matche pas avec la trace retrouvée sur Élodie. Et en plus, pour ce crime-là, il a un alibi. En janvier 2002, Jean-Paul Lecomte était incarcéré sans permission de sortie. Ce qui fait qu'il n'y avait pas possibilité qu'il ait participé au meurtre d'Élodie Kulik. Lecomte n'a pas tué Élodie. Mais ces crimes font une autre victime dans la famille Kulik. Rosemary ne va pas supporter cette énième immersion de la violence dans sa vie et elle se dit ce n'est pas possible, ça ne s'arrêtera jamais, c'est ce qu'elle dit à ses amis. Et un jour, elle ne supporte plus. Elle tente effectivement de mettre fin à ses jours en s'empoisonnant et elle tombe dans un coma dont elle ne se relèvera jamais. J'ai pas vu venir, honnêtement, j'ai pas vu venir. J'étais trop occupé. J'allais tous les jours à son chevet, quoi. Avec toujours l'espoir que si un jour je pouvais lui apprendre qu'on a trouvé le ou les assassins, ça la réveillerait. Les années passent. Les gendarmes continuent leurs investigations. Et les juges se transmettent l'un après l'autre le dossier Kulik. 3 juges, en 8 ans. En 2010, la justice a déjà ordonné plus de 5000 prélèvements génétiques. Sans succès. En tant qu'enquêteur, c'est un échec. Je veux dire, on se dit, ça fait 8 ans qu'on travaille, que tous les moyens ont été mis, et puis on est toujours au même résultat, quoi. La crainte, c'est qu'on arrive à oublier et fermer le dossier, dire c'est pour ça que je suis toujours derrière. Dès qu'il y a quelque chose, j'y vais. Et ouais, je me dis, si jamais on trouve pas, je pourrais pas tenir parole. Plusieurs hypothèses. La première, c'est que l'intéressé est décédé. Deuxièmement, l'auteur s'est rangé. Troisièmement, c'est lié à, entre guillemets, un pacte. Parce qu'on est à 2 personnes, c'est 2 frères, 2 proches, 2 amis qui sont liés par un pacte de sang, qui ont dit, voilà, tant qu'on se tait, ça ne sortira jamais. La chance va pourtant bientôt sourire aux gendarmes. En octobre 2010, le colonel Famoy, un spécialiste de biologie, est nommé à la section de recherche d'Amiens. Son regard sur le dossier fait basculer l'enquête. L'officier a une idée toute simple, mais déterminante pour identifier l'ADN du meurtrier d'Élodie. Je me dis, si lui n'est pas fiché, comment puis-je remonter jusqu'à lui? Je pose le pari que peut-être l'un de ses parents ou l'un de ses enfants, s'il en a eu, peut être fiché. Parce qu'un individu, c'est 50% du patrimoine génétique de son père et 50% de sa mère. Et je me dis qu'en étudiant la moitié de ce patrimoine génétique entre les profils, je peux avoir une chance, si évidemment l'un des parents ou l'un des enfants est fiché,
de remonter sur eux et par leur intermédiaire d'arriver à mon suspect. L'idée de génie du colonel Fameuil, c'est donc de se dire qu'avec un peu de chance, le profil génétique du père, de la mère ou d'un enfant du violeur pourrait être au FNAEG. On s'approcherait alors de lui. Cette méthode dite de l'ADN par parentèle a fait ses preuves à l'étranger. Je tombe sur un article de Science, qui est la revue la plus éminente pour les scientifiques, où la police californienne a utilisé cette recherche d'un parent au sein d'un fichier des empreintes génétiques pour identifier un violeur en série qui sévissait depuis les années 80. Et là, je regarde ce qui se fait en France, parce qu'à ce moment-là, dans mon esprit, ça se pratique déjà en France. Et là, je tombe de haut parce que je me rends compte que c'est pas le cas. En France, la méthode n'est pas interdite, mais elle n'est pas non plus autorisée. Le juge a besoin du feu vert de la chancellerie, qui va mettre 1 an à lui répondre. Nous étions en octobre 2011. Je reçois un coup de fil de sa part un soir au bureau. Il me dit c'est bon, la recherche a été lancée. Il me dit j'attends les résultats début de semaine prochaine. Il y a ce côté où je sens vraiment heureux au téléphone. Alors moi il s'en doute pas, mais je suis tout autant, voire encore plus. Et puis bon, on attend tout simplement les résultats. Dominique, petite pause technique. L'ADN retrouvé sur la scène de crime n'est pas au FNAEG. Et là, les gendarmes font un pari, ils se disent, il y a peut-être quelqu'un de sa famille qui est fiché. Et si on retrouve ce quelqu'un, ça peut nous permettre de remonter jusqu'au violeur, c'est ça? Ouais, exactement. Les experts ne vont donc plus chercher dans le FNAEG une correspondance à 99%, mais ils vont chercher une correspondance à 50%. Je m'explique, Christophe. Si on trouve dans le fichier quelqu'un, un homme, une femme, dont la moitié des marqueurs génétiques est commune à l'ADN du violeur, ça voudra dire qu'ils ont un lien de parenté. En fait, c'est une façon de se rapprocher du violeur. Alors, le FNAEG va mouliner. Aujourd'hui, ça prendrait quelques minutes. À l'époque, fin 2011, ça prend 1 semaine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, quand on demande au logiciel de trouver 11 marqueurs communs, le fichier sort 500 noms. Quand on lui demande de trouver 16 marqueurs, le fichier sort 300 noms. Et quand on lui demande de trouver 18 marqueurs communs, il n'y a plus qu'un seul nom. Dingue. C'est qui? C'est un homme, Patrick Viard. Il est fiché pour agression sexuelle. Il vit à quelques kilomètres seulement du lieu du crime, dans l'Aisne. Et c'est pas le violeur, puisque son ADN ne correspond pas à 100%. En revanche, sa signature génétique est tellement proche de celle du violeur que ça ne peut être qu'une personne de son entourage. Voilà, enfin quelque chose de probant. On a un nom à mettre face à cet ADN qui est pour l'instant non résolu. Un nom, mais qui dans la famille de Patrick Viard a commis le crime? Nous nous rendons compte qu'il a 2 enfants. Un garçon qui avait une vingtaine d'années au moment des faits, et un autre qui avait 4-5 ans. Alors, bien évidemment, nous éliminons celui qui a 4-5 ans, et celui qui a une vingtaine d'années, on s'intéresse plus particulièrement à lui. Il s'appelle Grégory Viard. Grégory Viard. Il aura fallu 10 ans d'enquête pour tenir un nom. Et là, on se dit, bon, ben, rien de plus simple désormais que d'aller le prélever et de comparer directement son profil génétique à celui de la trace. Et là, dans la foulée, on prend un coup de bambou derrière les étiquettes, entre guillemets, parce que l'intéressé est décédé depuis 2003, 1er novembre 2003. La tuile pour les gendarmes. Grégory Viard s'est tué dans un accident de voiture 22 mois après le meurtre d'Élodie. Ils doivent pourtant vérifier leur hypothèse. S'assurer que c'est bien de l'ADN de Viard qu'ils ont relevé sur la scène de crime. Si on va exhumer le corps de cet individu, eh bien on va forcément avoir un journaliste à côté de nous. Si les journalistes sont au courant, que va-t-il se passer? Est-ce que l'environnement amical du défunt ne va-t-il pas prendre peur et s'enfuir? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2002, lorsque Élodie Kulik appelle le CODIS, on entend 2 voix sur la bande sonore de l'appel passé aux pompiers. Et pour mettre la main sur le complice, il y a intérêt à éviter les fuites. Alors les gendarmes convoquent la mère de Grégory Viard dans le plus grand secret.
sans lui parler des soupçons qui pèsent sur son fils. On va aller prélever la mère de Grégory Viard. On va lui dire que, évidemment, c'est pour l'affaire Kulik. Bien entendu, elle lui dit je consens au prélèvement, je n'ai rien fait, ce qui est vrai. Et on va se rendre compte qu'en effet, la trace possède 50% du patrimoine génétique de cette dame. 50% de la mère, 50% du père. Cette fois, l'ADN de la scène de crime a un nom. Les gendarmes ont retrouvé l'un des tueurs d'Élodie. Il s'appelle Grégory Viard. 10 ans après le crime, le juge appelle Jackie Kulik. Le juge qui nous reçoit me dit « Monsieur Kulik, j'ai 2 nouvelles pour vous, hein, une bonne et une mauvaise. » Elle dit « Ah bon ?» Elle dit « Allez, la bonne, hein, on a retrouvé le violeur de votre fille. Il s'appelle Grégory Viard. Il dit la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est décédé. Il est décédé 1 an plus tard. Voilà. Je lui demande au juge, je dis écoutez, s'il vous plaît, si vous pourriez me prêter votre téléphone portable pour que j'appelle Fabien. Le frère d'Élodie. C'était normal qu'il fût prévenu en premier. J'aurais jamais voulu être prévenu par la presse, vous voyez. Et j'aurais pas voulu que Fabien le soit non plus. Dominique Grégory Viard est donc mort un peu moins de 2 ans, à peine, après Élodie. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'ailleurs? Alors, il est mort à 24 ans, dans un accident de la route. À 4 heures du matin, retour de boîte de nuit, il avait bu et il a percuté une betteravière. Il faisait quoi dans la vie? Il a essayé de gérer une station de lavage de voitures. Ensuite, il a monté un business de plombier chauffagiste sans succès. Mais connu, inconnu des services de police et de gendarmerie? Il avait un tout petit casier pour vol, escroquerie. Il avait été entendu en 2002 par les gendarmes dans une affaire de fausses lettres anonymes. Et là, on est 10 mois, c'est ça, après le meurtre d'Élodie. Ouais, Grégory Viard, à l'époque, vivait avec une femme. Ils avaient un fils ensemble. Et cette femme est allée déposer plainte à la gendarmerie parce qu'elle recevait des lettres anonymes de menaces dans lesquelles il était écrit « En 2003, tu seras brûlé. Fini, je vais te brûler comme les autres. Je vais te brûler et te violer comme les autres. Tu m'as vu ? Je suis foutu et toi aussi. Tu préfères être brûlé, violé, égorgé. » Donc les gendarmes qui ont reçu la plainte ont fini par découvrir qu'en fait, la compagne de Grégory Viard avait tout inventé. C'est elle qui avait écrit ces lettres anonymes. Elle voulait attirer l'attention de son copain, de Grégory, parce qu'il ne s'intéressait plus à elle. Sauf que les mots violé, brûlé, ils résonnent de façon particulière quand on connaît les circonstances, évidemment, de la mort d'Élodie. Bien sûr. Donc, en 2012, la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens convoque la compagne de Grégory Viard, lui dit quand même ce que vous avez écrit dans ces lettres. Est-ce que ce n'est pas des choses que vous avez répercutées, des choses que Grégory Viard vous avait dit? Elle leur répond non. C'est une pure coïncidence. Donc la section de recherche a identifié formellement un homme, dont elle garde d'ailleurs le nom secret. Reste à identifier le deuxième. Bah oui, forcément, parce que ces 2 hommes-là ne se sont pas retrouvés par hasard sur la scène de crime. Donc qu'est-ce que vont faire les gendarmes? Ils vont chercher qui étaient les copains de Grégory Viard à l'époque. Ils vont surtout chercher dans la plus grande discrétion. Ça redevient une enquête classique, pour recueillir le maximum de renseignements sur Viard Grégory. Parce que le but, c'est de savoir qui il fréquentait, qu'est-ce qu'il faisait, etc., mais dans les détails. Il avait certainement beaucoup de proches, beaucoup d'amis, donc on voulait garder un temps d'avance pour pouvoir identifier sereinement les gens qu'il avait pu fréquenter 10 ans avant, quoi. Il adorait participer à des soirées 4x4, il faisait partie d'un club de 4x4 qui était dans l'Aisne. Ce sport un peu viril, mécanique, où on va essayer de monter sur des obstacles, où on casse des véhicules, où on les répare, parce qu'il faut un garage, tout ça. Le 4x4, le hobby de Grégory Viard et de sa bande de copains. Il y avait Ludovic, Denis, Romuald,
mais aussi Willy Bardon. Et se retrouve régulièrement chez le garagiste Laurent. Laurent, c'est le pilier d'un groupe de potes qui ne se quitte jamais. Les soirées étaient très arrosées, et après on prenait le véhicule et puis on partait en goguette, les boîtes de nuit, les sorties de boîtes de nuit. Ça fait un peu tilt pour les gendarmes parce que Grégory Viard, il a pu avoir à l'occasion, avec certains de ses amis, de faire un peu peur au volant de ces gros véhicules, de ces gros 4x4 à des jeunes femmes sur des véhicules. Ça les faisait rigoler. Donc voilà, là le scénario prend un peu plus corps. On se dit si elle est sortie de route, c'est peut-être parce qu'elle a croisé un de ces 4x4 qui faisait un peu la loi sur les routes de Picardie. C'est fait. Les gendarmes ont réussi à identifier tous les copains de Viard. C'est le moment de laisser son nom fuiter dans la presse, en restant évidemment aux aguets. Le journal de 20h, David Pujadas. Les enquêteurs n'avaient jamais baissé les bras. Eh bien, un crime qui avait marqué l'opinion vient d'être en partie élucidé 10 ans après. À la une, partout, le nom de Grégory Viard, l'homme soupçonné du viol et du meurtre de la jeune banquière. Ça m'a fait bizarre quand même, puisque c'était quand même quelqu'un qu'on a côtoyé et on ne sait pas qui on a en face de nous finalement. Ça m'a foutu un coup, dire mince, il a fait ça. Un choc. C'est exactement ce que les gendarmes cherchaient. Pour que ça cause dans les chaumières, pour que ça balance. Parce que bien sûr, tous les copains de Viard sont sur écoute. On voit comment ça interagit, comment il s'appelle après telle ou telle audition. Parce que tous ces personnages sont inquiets. Ils ont bien compris qu'on cherchait un deuxième homme et ils se disent est-ce que ça pourrait être moi, ça pourrait être lui, ça pourrait être l'autre. Et il y a un homme qui s'inquiète beaucoup plus que les autres. C'est Willy Bardon. Dès que quelqu'un est interrogé, il l'appelle immédiatement après pour lui dire « Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» Savoir ce que les gendarmes ont en main. Là, on a plus l'impression qu'il est inquiet pour lui. C'est pas vraiment l'attitude de quelqu'un qui veut savoir, mais plus l'attitude de quelqu'un qui veut savoir s'il n'est pas en cause. T'as été au flic, toi, tu m'as dit ? Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont posé en question ? Oh, ils ont pas arrêté, hein. Ils t'ont parlé de moi un peu ? Bah, ils m'ont demandé si... comment tu connaissais Greg. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions ? Qu'est-ce que je faisais, patati patata ? C'est ça que je veux savoir. Willy Bardon, un habitué des sorties 4x4 avec son neveu Romuald, Romu. Willy a 38 ans, Romu 34. Ils ont été élevés ensemble par la famille Bardon. Romu sortait avec Willy, enfin voilà, c'est plus une relation de frère à frère que de oncle à neveu. L'oncle de Romuald, le copain de Viard donc, a la réputation d'une grande gueule. Des femmes en parlent comme d'un type dont elles préfèrent rester un peu à distance. C'est quelqu'un qui est décrit comme un dragueur, insistant, lourd, qui, notamment lorsqu'il a bu, qui n'a aucun respect en fait pour la gente féminine. S'il a décidé, celle-là, elle me plaît, j'ai envie de me la faire, ben, je vais tout faire pour essayer. Willy, il a toujours dragué. Si il drague et qu'on lui dit non, il arrête. Il va pas forcer. Après, Willy, il aime bien parler de cul, il aime bien... il aime bien sortir, il aime bien boire un coup, il fait sa jeunesse. Un chaud lapin, bien relou, mais qui n'emmène pas large quand sa copine Amélie est elle-même convoquée à la gendarmerie. Après l'interrogatoire, je lui ai téléphoné tout de suite et je lui ai dit on a été interrogé sur toi. Donc au bout d'un moment, lui, il a téléphoné aux gendarmes. Dire écoutez, si au lieu de tourner autour du pot, si vous voulez m'interroger, interrogez-moi quoi. Mais bien volontiers, monsieur Bardon. Les gendarmes font aussi une perquisition chez lui. Sans résultat. Et c'est là qu'une drôle d'histoire leur revient aux oreilles. Amandine, une copine de la bande, a un mauvais souvenir de Bardon.
C'est le frère d'Amandine qui nous dit que sa sœur aurait été importunée au volant par Willy Bardon, qui aurait fait semblant de la percuter et qui voulait la mettre dans le fossé. Une fille au volant qu'on pousse dans le fossé, ça rappelle sacrément l'affaire Kulik. Dominique, plus les gendarmes travaillent sur ce Bardon, et plus ils se disent qu'il est peut-être dans le coup. Hein. Ouais. J'ai ici des extraits des témoignages que les gendarmes ont recueillis auprès de personnes qui connaissaient Willy Bardon. Je rappelle qu'il s'agit d'un crime sexuel. Élodie a été violée. Et voilà ce que les témoins interrogés par les gendarmes disent de Bardon. Ça lui arrive de parler très crûment, du genre « celle-là, je la bourrerais bien ». Un ami se souvient qu'une fois, alors qu'ils étaient ensemble, Bardon prenait de l'essence, il s'est énervé contre l'automate qui était en panne et il a dit à l'automate « je vais te violer, te tuer, te brûler ». Une femme raconte qu'elle a eu un jour un rapport sexuel avec lui, qu'elle avait ses règles et que Bardon lui a dit qu'il aimait ça. D'ailleurs, quand Élodie a été tuée, elle avait ses règles. Oui. Et des copains de Bardon racontent qu'à l'arrière de son 4x4, il avait un matelas au cas où une occasion se présente. Alors très bien, Dominique, mais ces témoignages, ils prouvent rien. D'abord parce qu'on n'a aucune preuve que Bardon était physiquement là. Oui, mais les gendarmes, ils cherchent un complice de Grégory Viard. Ils cherchent quelqu'un qui était là. Et même si il n'a rien fait, le fait d'être là, d'avoir été complice, de ne pas avoir dénoncé les faits, c'est répréhensible. Hein. C'est pour ça qu'après 1 an de surveillance, eh bien, les gendarmes décident de récupérer tout le monde. Ils ramassent le clan, l'équipe du 4x4, 7 hommes qui sont placés en garde à vue. On est le 16 janvier 2013. Et parmi ces 7 hommes, il y a Willy Bardon, il y a son neveu, Romuald, il y a le garagiste, Laurent, et puis 2 autres hommes, Denis Ludovic. Certains ont des alibis. Hein. Le neveu, Romuald, il était à Paris. Le garagiste, il sort jamais de chez lui. Ludovic, il ne connaissait pas encore Grégory Viard en 2002, donc exit ces 3-là, restent 4 hommes qui ne peuvent pas prouver qu'ils n'y étaient pas. Parmi eux, celui qui intéresse le plus les gendarmes, c'est Willy Bardon. Il dit qu'il a mal au ventre, il ne se sent pas bien, qu'il ne comprend pas, qu'il n'a rien à voir là-dedans, qu'il lui faut un avocat. Voilà, il est perdu, quoi. Il semble perdu. Les gardes à vue s'enlisent. Willy Bardon et ses copains nient farouchement. Personne n'a accompagné Viard ce soir-là. Alors les gendarmes sortent leur carte maîtresse. La bande-son de l'appel d'Élodie, c'est 26 secondes de hurlements entrecoupés par les voix de 2 hommes. Un par un, les suspects écoutent l'enregistrement. Ils sont plusieurs à reconnaître la voix de Willy Bardon. Ils disent c'est la voix de Willy, c'est une intonation particulière, sa façon de dire ça va aller, c'est lui, il n'y a pas. Voilà, ils le reconnaissent tout simplement. Stratégie ? Pour sauver leur peau ? Un homme connaît Willy Bardon comme personne. C'est Romuald, son neveu. Il écoute à plusieurs reprises et il s'effondre. Il pleure, il est complètement perturbé et il dit c'est Willy. Je reconnais la voix de Willy. Romuald en est sûr à 100%. C'est maintenant au tour de Bardon d'écouter l'enregistrement. Il ne sait pas encore que les autres l'ont reconnu. Willy Bardon était blanc, le teint livide. Sa première réaction, c'est de dire « c'est ma voix, mais je n'y étais pas ». Puis il reprendra ses esprits en disant « cette voix ressemble à la mienne, mais je n'y étais pas ». Bardon temporise, mais il ne craque pas. Les gendarmes le confrontent donc à son neveu Romuald. On rentre dans cette salle, donc il y avait 2 chaises côte à côte. Moi, je suis à côté de Willy Bardon, où je lui dis, vous inquiétez pas, on va voir comment ça va se passer, etc. Il y avait un silence important, on attendait que cette bande se mette en route. Monsieur,
Vous avez fait donc écouter l'enregistrement sonore de l'appel de la victime Elodie Kulik au codiste le soir des faits du 10. Un face-à-face entre Willy Bardon et son neveu que les gendarmes enregistrent. Pouvez-vous nous dire qui vous avez reconnu sur cet enregistrement? J'ai reconnu la voix de Willy Bardon, mon frangin. Monsieur Bardon, vous voulez réécouter la bande? C'est ce que j'ai dit. Voilà. Je n'étais pas là. Quelque chose à rajouter, monsieur? C'est toi, t'as entendu quoi? C'est pas moi, Romu. C'est toi. Romu, C'est ta voix. je te jure, c'est pas moi, j'ai jamais fait ça. Et j'ai dit putain, sans déconner, pour ça, on peut pas cacher un truc comme ça. Donc. Romu, pleure pas. J'ai plein de défauts, mais pas ça, attends. Allez, chacun. Il lui dit, Romuald, j'ai reconnu ta voix, je suis sûr, c'est toi, je te reconnais sur l'enregistrement sonore, dis les choses. Ça m'arrache le cœur de dire ça, putain, mais faut avoir des couilles, hein. T'as toujours dit que t'étais un grand garçon, t'avais plus peur de personne. Alors faut... Je n'ai pas fait ça. J'assume tous mes actes, mais pas celui-ci, je ne l'ai pas fait. Parce que toujours assumer mes actes, là, c'est pas ça, je pense rien à voir là-dedans. Tu sais quelque chose, il faut avouer, ça fait 10 ans que ça dure, il faut que ça sorte. Je te promets, je ne sais rien. Et Willy Bardon qui se met lui aussi à pleurer et qui dit mais non, je te jure, Romu, c'est pas moi, tu peux pas penser un seul instant que j'ai fait ça. Je te jure, c'est pas moi. Ouais, mais jurer, faut c'est pas moi. Faut être grand et puis s'il y a quelque chose, faut Attends, dire. Romu, je vais partir en prison là. Mais écoute, Romu, je n'ai pas fait ça et je vais partir en prison. Il faut assumer. Là, je l'ai pas fait. Romu, je l'ai pas fait. Pourquoi c'est ta voix, j'entends? On dirait ma voix, je dis pas le contraire, mais c'est pas moi. Je te promets, c'est pas moi. Je te promets. On est face à deux hommes qui sont aussi perdus l'un que l'autre, je crois. Voilà, l'un d'accuser quelqu'un qui est un proche, et l'autre de crier et de continuer à crier son innocence. Monsieur Bardon, votre propre frère vous reconnaît formellement? C'est pas moi, monsieur, c'est quelqu'un qui a la même voix que moi, mais ce n'est pas moi, je n'ai jamais fait ça. Attendez, c'est quand même très grave ça. Dominique, c'est ahurissant cet audio de garde à vue. Ahurissant. C'est d'ailleurs un document fait entrer l'accusé, ce neveu qui reconnaît la voix de son oncle et qui le supplie d'avouer. Ouais, et c'est plus un gamin, Romuald. Il a grandi maintenant, il a 34 ans. Quand les gendarmes vont lui faire écouter cet audio où on entend les hurlements d'Élodie, il est retourné. Il s'adresse à son oncle et il insiste, il lui dit « Mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça ». Alors ça se déroule lors d'une confrontation organisée par les gendarmes. D'ailleurs, les gendarmes peuvent organiser des confrontations. Bien sûr, bien sûr. Si ça entre dans le cadre de la commission rogatoire qui a été délivrée par le juge, pas de problème. Hein. Et j'ai ici l'ACR qui est délivrée aux gendarmes dans ce dossier, qui leur demande de procéder à toutes les auditions, saisies, réquisitions, investigations utiles à la manifestation de la vérité. Est-ce qu'il confronte Bardon aux autres témoins? Oui, bien sûr. Et 5 hommes sur 6 reconnaissent à nouveau la voix de Willy Bardon. Le 17 janvier 2013, après 48 heures de garde à vue, Willy Bardon est présenté à un juge d'instruction qu'il met en examen pour meurtre. Il est présenté ensuite à un juge des libertés de la détention qui décide de le faire incarcérer à la prison d'Amiens. Mais sa compagne et ses avocats vont monter au front. On m'a appelé, on m'a dit Willy a été mis en examen dans cette affaire. Gros coup de massue. Je le voyais ressortir comme les autres. C'est de là qu'est venu mon engagement à me dire c'est pas lui. Faut qu'on le sorte de là. Sur les 6 personnes qui ont reconnu la voix de Willy Bardon sur cet enregistrement, 5 l'ont reconnu dans le cadre de la garde à vue. C'est-à-dire à un moment excessivement difficile pour eux. Donc lorsqu'on leur dit « vous êtes placés en garde à vue dans l'affaire Elodie Kulik pour le viol, le meurtre de cette jeune femme », je peux vous dire que les personnes stressent, sont inquiets. La seule chose qu'ils veulent, et je les comprends, c'est de sortir. Deuxième élément, c'est très difficile de distinguer les voix. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui ont entendu pour la première fois cette bande-son ne peuvent rien distinguer et sont d'abord pris par l'émotion. Je rappelle également que les 5 personnes qui ont reconnu en garde à vue la voix de Willy Bardon
Il y en a qui nous disent « je reconnais à 50%. On va vous la repasser, monsieur. Oui, bon, à la 4e écoute, oui, c'est peut-être 70%. On va vous la repasser, monsieur, pour être sûr, on va vous la repasser. Oui, bah c'est à 80%. Mais rien que ça, en réalité, ça démontre que les gens ne sont pas certains de la reconnaissance. Autre problème, la voix de Willy Bardon n'a été identifiée que sur quelques mots. Je crois que sur la totalité de cette bande, on entend ces voix et elles parlent une 0,9 secondes et une autre 1,3 secondes. C'est extrêmement court, ça fait moins de 2 secondes, voilà. Le juge organise un transport sur les lieux, à l'endroit même où le corps d'Élodie a été retrouvé 13 ans plus tôt. Avec Jackie Kulik. La présence du père agira peut-être comme un électrochoc sur Bardon. Mais le suspect garde le silence. Bardon, il est à 2 mètres de moi. Hein. J'attends qu'il parle, lui. Hein. C'était le moment idéal pour lui de dire s'il était innocent comme il le dit. Écoutez, j'y suis pour rien, mais pas du tout. Bardon mutique face à des gendarmes de plus en plus convaincus. Pour eux, c'est un drame en 2 actes qui s'est joué ce soir-là. D'abord, l'accident de la route, quand Élodie rentrait chez elle. L'hypothèse la plus crédible, c'est qu'une voiture ait joué un peu avec elle et qu'elle ait perdu le contrôle de son volant de peur. Élodie aurait fait un tonneau avant de terminer sa course dans le champ. Ses agresseurs se seraient alors précipités vers sa voiture. Je pense que les intéressés l'ont extraite violemment du véhicule. Vu la réaction qu'elle a au téléphone, elle s'est pas laissée faire, elle s'est débattue, elle a dû crier, essayer de griffer les intéressés, je pense. Et après, ils ont repris la route, quoi. Direction la décharge agricole, à 6 km de là. Ils connaissaient les lieux, donc ils sont allés directement sur l'aire. Est-ce que c'est Willy qui a dit « Tiens, allez, t'es pas cap, voilà ». Est-ce que c'est Grégory qui a dit « Attends, moi, entre guillemets, je vais me la faire ». En tout cas, elle était amenée sur place, elle était violée sur place, abandonnée sur place et brûlée sur place. Face à Jackie Kulik, Bardon nie encore. D'autant qu'il le sait. Judiciairement, rien ne le relie à la scène de crime. On n'a évidemment pas de témoin oculaire. Personne n'a vu Willy Bardon ce soir-là de janvier 2002 partir, rentrer tard, etc. Personne. On n'a pas d'emploi du temps, on n'a pas de traces qui sont retrouvées chez lui. Quoi d'autre? On a l'ADN de Grégory Fiard, mais nous n'avons pas le début d'un ADN de Willy Bardon. En fait, on n'a rien, en réalité. Dominique, la pierre angulaire de ce dossier, c'est évidemment l'appel d'Élodie aux pompiers. La juge demande aux experts d'analyser l'enregistrement avec 2 questions. La première, évidemment, est-ce qu'il s'agit bien de Willy Bardon? Et la deuxième, est-ce que techniquement, il est possible pour des proches de reconnaître une voix familière sur un enregistrement qui est quand même de mauvaise qualité? Alors, il va y avoir 3 expertises, Christophe. La première, c'est celle du laboratoire Lipsadon. L'expert analyse le contenu de l'enregistrement et va comparer les voix des agresseurs à celles de Willy Bardon. Conclusion de l'expert, on ne peut exclure qu'il s'agisse de Willy Bardon. Donc, je ne peux pas dire que c'est lui, mais je ne peux pas dire que c'est pas lui, c'est ça? Exactement, une réponse de Normand. Deuxième étape, l'expert récupère des mots prononcés par Willy Bardon sur les écoutes des gendarmes, ainsi qu'un texte que les gendarmes ont fait lire à Willy Bardon pendant sa garde à vue.
L'expert va ensuite faire un montage. Sur une bande-son, il mélange ces mots de Willy Bardon à des voix d'autres hommes. On fait écouter cette bande-son aux 6 copains de Bardon qui l'avaient déjà reconnu, qui avaient déjà reconnu sa voix pendant leur garde à vue. Tous, ou presque, le reconnaissent une nouvelle fois. Et l'expert écrit que leur témoignage est crédible à 87%. Levé de bouclier de la défense qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette expertise ?» et qui met en cause la méthodologie utilisée au motif qu'elle n'est pas fiable. Et donc le juge demande de nouvelles expertises, c'est normal, 2. 2 qui sont confiées au labo de la police nationale, le LATS, et au labo de la gendarmerie, l'IRCGN. Ces 2 expertises sont beaucoup plus nuancées parce que l'enregistrement est d'une qualité médiocre, c'est ce que disent des experts. En résumé, les experts concluent que Willy Bardon a plus de chances... De risque. Ou de risque, oui, c'est selon, que sa voix soit reconnue par des proches, par des familiers, que par quelqu'un d'autre. Donc, Dominique, ce sont des expertises qui affaiblissent l'accusation, et le doute est possible. Bien sûr, possible. Dans un dossier sans ADN, sans empreinte, sans téléphonie, sans témoin, sans aveu, c'est du pain béni pour la défense, qui demande la mise en liberté de Willy Bardon, obtenue en avril 2014. Il sort de prison, placé sous contrôle judiciaire, bracelet électronique. Il était le seul mis en examen dans l'affaire du viol et du meurtre d'Élodie Kulik en 2002 dans la Somme. Willy Bardon vient d'être libéré sous surveillance électronique. On n'est pas heureux de le savoir dehors, on n'est pas du tout heureux de le savoir dehors, au contraire. Quand il est dehors, je sais parfaitement où il est, ce qu'il fait et quand il le fait. J'ai mes informateurs qui sont sur la région dans l'Aisne, là. Je sais qu'ils travaillent au Black pour un garage. Je sais beaucoup de choses. Il n'y a pas que Jackie Kulik qui garde un œil sur Willy Bardon. Le suspect est libre, mais assigné à résidence. Il vit chez un ami près de son village natal dans l'Aisne, là où il a grandi, auprès d'une famille aimante. Willy a eu 8 frères et sœurs. Il s'entendait bien avec toute sa famille. Après, c'était le petit dernier. Donc, du coup, on ne va pas dire qu'il était plus gâté, mais c'était le petit dernier. Donc, il a eu un petit peu ce qu'il voulait. Il a manqué de rien. Une enfance choyée, une scolarité moyenne, mais un parcours sans accroc. Alors, comment Willy Bardon a-t-il pu se fourrer dans ce pétrin? Est-ce que c'est bien lui qui était avec Viard ce soir-là? Et pourquoi faire? Les gendarmes replongent dans l'entourage des 2 hommes. Quel diable de relation ces 2-là pouvaient-ils avoir en 2002? Willy Bardon fait partie du premier cercle que peut avoir Grégory Viard, et en tout cas il est décrit comme tel à la fois par la famille de Grégory Viard mais aussi par ses ex-compagnes. À l'époque des faits, Willy Bardon avait 28 ans, 4 ans de plus que Grégory Viard. Certains le décriront comme chef de meute, c'est un peu le dominant, quelqu'un qui est décrit comme une grande gueule, qui va pas se laisser faire, qui va pas hésiter à se battre avec l'alcool aidant. Il a cette autorité naturelle, Willy Bardon, ce que n'a peut-être pas Viard Grégory. Grégory Viard est quelqu'un de plus jeune, un peu plus fluet, donc je veux dire, il se cache derrière Willy. Un homme influençable, ce Grégory Viard, toujours prêt à suivre Bardon. En 2002, il était marié à Cathy, tandis que Bardon vivait avec sa première compagne. Quand ils sortent, c'est souvent accompagné de consommation excessive d'alcool. Ils sont jamais chez eux. Ce sont des fantômes, en fait. Aussi bien la compagne de Grégory Viard comme celle de Willy Bardon. Elles ne savaient pas, en fait, ce qu'ils faisaient de leur soirée et de leur nuit, quoi. Ils magouillaient un peu ensemble aussi, voilà, sans que ce soit méchant. Quelques petites escroqueries, etc. Mais voilà. 2 escrocs à la petite semaine, mais 2-là se retrouver liés par un pacte de sang. Je
pense que si les deux sont présents ce soir-là, c'est Willy Bardon qui menait. Comme Grégory Viard, c'était un suiveur, il a voulu peut-être montrer à Willy Bardon que voilà, il pouvait être aussi un homme. Et puis il a dit, moi j'y vais. Et puis voilà, ça, malheureusement, ça a dégénéré, quoi. C'est le scénario des gendarmes, mais il fait bondir la défense et les proches de Willy Bardon. On a voulu le dépeindre comme quelqu'un qui était méchant, agressif envers les femmes. Bon, je rappelle qu'il n'y a jamais eu le début d'une enquête judiciaire contre Willy Bardon. Il n'a jamais été condamné pour harcèlement, pour agression. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai jamais vu violent, je l'ai toujours vu gentil, il a toujours été là pour moi. D'après mon expérience, puisque j'ai vécu quand même avec, une goutte de sang, limite, il va s'évanouir. Un exemple, son copain, il est tombé dans les escaliers et s'est ouvert le crâne. J'ai retrouvé Willy en pleurs. Il y a complètement un décalage entre l'horreur du crime et ce qu'il est capable de faire. L'affaire Kulik aux assises. Qui y croyait encore 17 ans après la mort d'Élodie? Le procès s'ouvre le 20 novembre 2019 à Amiens et toute la presse est là. Parce que le mystère a tenu une région en haleine pendant des années et parce que c'est une première. La France découvre l'ADN par parentèle et le parcours indirect qui a conduit à l'accusé. Bardon, justement, il comparait libre pour un viol et un meurtre. La Cour n'a aucune preuve indiscutable de sa culpabilité. C'est pourtant le moment qu'un père attend depuis 17 ans. Son arrivée a été assez suivie évidemment par les caméras, par tout le monde. Il avait préparé une photo de sa fille qui était dans une grande robe blanche. C'était le procès de l'assassin de ma fille et je voulais qu'elle soit là. Ouais. Je voulais que l'autre le voie, parce qu'il était en face de moi, je voulais qu'il voie ce qu'il avait fait. Ouais. J'attends une condamnation à une peine très très lourde, qui soit à la mesure des souffrances que moi j'endure depuis 17 ans. On ne peut que s'incliner face à la douleur de M. Kulik. Mais enfin, on voit et on comprend que la salle d'audience va être très hostile. On se faisait insulter. Oui, comment vous faites pour le soutenir? Vous êtes limite ses complices. Non, je le défends, mais c'est parce qu'il est innocent. L'enjeu, il est énorme. C'est-à-dire qu'on a entre les mains le sort d'un individu qui encourt la perpétuité. La perpétuité, mais pas de preuves irréfutables contre Willy Bardon. Seulement un comportement douteux vis-à-vis des femmes et une voix que ses proches ont reconnue. C'est un dossier d'intime conviction, un dossier qui va donc se baser sur du témoignage humain, qui va se baser sur du ressenti, qui va se baser, comme beaucoup de dossiers d'assises, sur autre chose que de la preuve scientifique. Pour fonder leur conviction, la Cour et les jurés vont entendre tous les témoins de l'affaire. Et d'abord les femmes harcelées par Willy Bardon, comme Amandine, que l'accusé avait poursuivie au volant de sa voiture. Toutes racontent les insultes, les blagues sexistes et les mains, parfois baladeuses. En face, Bardon reste imperturbable. Il répond de manière parfaitement posée. On ne ressent pas chez lui d'émotion, de colère très forte. Il a l'attitude d'un homme qui ne veut pas faire, en tout cas, donner une image de violence ou de leader. Surtout ne pas passer pour celui qui menait la danse la nuit du 10 janvier 2002. Bardon sait que l'appel aux pompiers est la clé de voûte du dossier, l'élément qui peut faire basculer les jurés. On nous disait depuis le début que c'était l'élément matériel déterminant. C'était présenté comme le cœur de l'accusation, mais on ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler. Pour la première fois, la Cour décide de faire entendre au public l'appel déchirant d'Élodie. L'enjeu est de taille. Est-ce bien la voix de Willy Bardon qu'on entend derrière celle de Grégory Viard? Il y avait un
grand silence et je crois que tout le monde était très saisi par l'effroi en fait qui ressortait. C'est quand même très rare que le crime soit figé comme ça de façon sonore. Moi, j'ai été assez surprise en fait à la première écoute. Moi, j'ai absolument rien entendu au-delà des cris d'effroi. Le temps que je me dise ah oui, il faut écouter les voix derrière, l'enregistrement était déjà fini. La première écoute glace la salle. Alors on la repasse. Et on la repasse. Tout fort. Ou au casque. On a beaucoup insisté pour que la bande-son soit écoutée à de nombreuses reprises, pour que les jurés puissent se familiariser, au-delà de l'horreur de la première écoute, en leur conscience, se dire qu'est-ce que j'entends réellement sur cette bande. Et cette bande, on va l'entendre 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. On va l'entendre pratiquement à partir du moment où on va aborder le fond du dossier, pratiquement tous les jours. Après les jurés, c'est aux témoins de l'entendre. Les uns après les autres, les copains du club de 4x4 ont droit à l'enregistrement. Et comme 6 ans plus tôt, en garde à vue, ils désignent tous Willy Bardon. On est sur des très proches, les meilleurs amis, les plus proches de Willy Bardon, qui disent c'est Willy qu'on entend. Des témoignages subjectifs, donne la défense. Des témoins qui se trompent peut-être, même de bonne foi. Les experts nous diront que ce qui est important, c'est la première écoute. Mais qu'ensuite, on s'expose à tout un tas de biais qui sont dangereux. Dangereux parce que lorsque l'on a une idée en tête, en l'occurrence celle de Willy Bardon, le risque, c'est qu'à la fin, nous entendions la voix de Willy Bardon. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. La charge s'allège et un autre témoin va encore l'affaiblir. Romuald, le neveu de l'accusé, fait un revirement spectaculaire. Pouvez-vous nous dire qui vous avez reconnu sur cet enregistrement? J'ai reconnu la voix de Willy Bardon, mon frangin. C'est toi, on s'est entendu, quoi. C'est pas moi, Romu. C'est toi. C'est ta voix. Romuald, qui en garde à vue suppliait en larmes Bardon d'avouer le meurtre d'Élodie, n'est maintenant plus très sûr de reconnaître la voix de son oncle. Il est en plein conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accuser son oncle, et même lorsqu'on va lui repasser ses auditions de garde à vue, il va rester complètement figé, muré. On le sent très gêné, il se balance d'une jambe sur l'autre. On l'interroge en lui disant « Mais comment vous avez pu reconnaître d'un côté, pas reconnaître ?» Bon, il dit « J'étais sous pression, il fallait reconnaître quelqu'un, j'ai reconnu Willy. » Bon, c'est pas l'impression qu'il donne dans les images qu'on diffuse à la cour d'assises. Un revirement que le ministère public balaye d'un revers de manche. J'ai la certitude que Willy Bardon est présent au moment de l'enlèvement. Ce qui fonde ma conviction, c'est ses témoignages, parce que ce sont des proches et parce qu'ils reconnaissent Willy Bardon. Par contre, je n'ai aucune certitude sur le fait qu'il ait pu être présent sur la deuxième partie de la scène, à savoir le viol et le meurtre en tant que tel. C'est une façon de montrer aux jurés qu'elle n'est pas là juste pour condamner, qu'elle est là pour étayer une accusation, et une accusation qui tient, et pas juste envoyer un homme en prison. Donc c'est plutôt stratégique et plutôt malin dans ses prises de position. L'avocate générale requiert une peine lourde, 30 ans pour viol en réunion et enlèvement suivi de mort. Tandis que la défense plaide sans surprise l'acquittement. Est-ce que la reconnaissance par certains locuteurs sur une bande de 2002, dont on ne peut pas différencier effectivement les personnes qui parlent, alors même que 10 ans se sont passés, est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce qu'on peut transformer cette charge en preuve? Non. Intellectuellement, non. Le délibéré a été extrêmement court. Et lorsque je remonte l'escalier pour retourner dans la salle d'audience, je suis convaincue qu'il va être acquitté. Si vous saviez le nombre de personnes dans la salle qui sont venues nous féliciter en nous disant « Mais oui, c'est sûr, il va être acquitté, on est confiant », tous les gens qui viennent vous voir et qui vous disent ça. Et
Puis la cour d'assises arrive, et là, le couperet tombe. Willy Bardon est condamné à 30 ans. Je me retourne, et là, je vois Willy qui ingurgite quelque chose, et qui prend une bouteille d'eau, et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je crie Willy de toutes mes forces, Willy, qu'est-ce que tu as pris? Et je vois qu'il veut rien me dire, qu'il a le visage extrêmement fermé. On comprend intuitivement que c'est une tentative de suicide. Enfin, c'est une scène assez choquante. Les gens crient, on essaye avec Marc Bailly, Stéphane Dacot, d'aider Willy Bardon, de faire comprendre qu'il vient de se passer quelque chose. C'est quelques minutes, si vous voulez, mais ça prend beaucoup de temps pour que les pompiers et le SAMU arrivent. On ne sait même pas si, quand on l'évacue sur le brancard, il est conscient, il est inconscient, il est mort, il est vivant. On ne sait pas du tout. On a juste vu un homme absorber quelque chose et tomber. Évacué sur une civière, Willy Bardon quitte en urgence la cour d'assises d'Amiens. Il vient de tenter de se suicider. Et je dois dire que si, ça nous a été dit par la suite à l'hôpital, s'ils étaient arrivés 15 minutes après, c'était terminé. Willy Bardon a déjoué la surveillance des policiers en avalant un pesticide qu'il avait camouflé dans des gélules de paracétamol. Il m'en avait parlé indirectement. Il voulait pas prendre de 30 ans pour une chose qu'il n'avait pas faite. Je pensais pas qu'il allait faire ça non plus à ce moment précis. Justice est rendue à Élodie. Et je pourrais les voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe, et puis leur dire que j'ai fait mon travail. Bardon survit. Sa défense fait appel et elle demande le dépaysement du procès pour que son client soit jugé loin de la somme et de l'émotion de la première instance. Réponse ? Douai. Même région, même climat autour du procès. C'est la dernière chance pour la défense d'obtenir un acquittement. La stratégie est plus agressive, cette fois-ci. Peut-être qu'on était trop confiant à Amiens, je ne sais pas. Mais là, ce qui est certain, c'est que on va vraiment ne rien laisser passer, mais rien. Le procès est très tendu. La défense a décidé de créer des incidents, de faire des problèmes, de se battre pied à pied. La défense remet tout en cause. Les témoignages, les expertises, l'enquête. Une stratégie de rupture à laquelle la cour d'assises se plie de mauvaise grâce. Dès qu'on soulevait un lièvre, c'était « oui, bon, vous inquiétez pas, on va le dire, mais bon, c'est pas si grave que ça ». On a tout autant été peu écoutés par les magistrats qui clairement voulaient qu'une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas d'incident. Alors un procès joué d'avance ? À la barre, les mêmes témoins qui reconnaissent toujours la voix de Bardon. Mais pas d'éléments irréfutables. Dans ce dossier, je n'ai pas trouvé de preuves contre M. Willy Bardon. En revanche, ce que j'ai, c'est l'absence d'ADN sur la scène de crime, l'absence de tout élément qui vient corroborer la présence de Willy Bardon. Donc nous, notre objectif, c'était de prendre de la distance et essayer de dire au tribunal « Non, vous n'avez pas de preuves, il n'y a que du doute dans ce dossier et donc vous l'acquitterez ». Dans le box, l'accusé tente encore de convaincre le père d'Élodie qu'il n'y est pour rien. Je suis désolé de la peine que je vois de M. Kulik, c'est horrible. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, M. Kulik. C'est pas moi qui l'ai fait, je suis pas coupable. Mais les derniers mots de Bardon n'ébranlent ni la cour, ni les jurés. Après 3 semaines d'audience, le verdict tombe. 30 ans. De nouveau. Et il est complètement anéanti. Et puis vous, avocat, vous êtes un peu à bout de mots, à bout de souffle. 30 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme que pour nous, c'était 30 ans sans preuve. La culpabilité de Willy Bardon, elle s'est faite sur l'émotion de ce crime insupportable et sur le fait qu'on ne pouvait pas laisser partir Jackie Kulik en lui disant « on ne peut pas vous dire que c'est lui ». Ça, c'est pas supportable, voilà. Moi, je considère que c'est une victoire. Je me suis battu contre
contre lui, contre ses avocats. Il n'y a qu'une chose qui m'avait toujours fait peur un peu, c'était de ne pas arriver au bout, que la santé me... Maintenant, je fais ce que j'avais à faire. L'avenir pour moi, aller voir Fabien et mes petits-enfants. Hein, et quand je vois mon petit-fils, je revois Fabien. Hein. Quand je vois ma petite-fille, je vois Elodie. C'est exactement les mêmes. Willy Bardon s'est pourvu en cassation, mais son pourvoi a été rejeté. Depuis l'affaire Élodie Kulik, la recherche d'un suspect par parentèle génétique est non seulement devenue courante en France, mais légale. Inscrite dans le Code de procédure pénale, cette nouvelle technique a déjà permis de résoudre plusieurs cold cases.